Peu de figures exercent la même influence dans l'histoire des arts martiaux et du cinéma que Bruce Lee. Le mystère entourant sa mort inattendue a donné naissance à d'innombrables théories qui résonnent encore aujourd'hui. Rejoignez-nous pour examiner les détails moins connus de sa disparition, reconstituer son dernier jour et examiner les diverses spéculations entourant sa mort soudaine. Enfance. Avant d'aborder les différentes théories entourant la mort de Bruce Lee, explorons d'abord la vie remarquable de cette icône du cinéma d'arts martiaux. Cela nous permettra de poser le décor pour nos prochaines discussions dans cette vidéo. Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 à San Francisco. Cependant, la famille Lee est revenue à Hong Kong alors qu'il n'avait que 4 mois. C'est là qu'il passerait la plupart de son enfance. Une exposition précoce au monde du divertissement était inévitable grâce au double rôle de son père en tant que chanteur d'opéra et acteur à temps partiel. Même pendant son enfance, Lee a fait des apparitions dans des films, souvent en jouant des rôles de délinquants juvéniles ou de gosses des rues. Adolescent, Lee s'est impliqué dans des gangs locaux et a commencé à apprendre le kung-fu pour se défendre. Il a étudié sous maître Yip Man, l'un des maîtres de kung-fu les plus respectés de Hong Kong. Lee a également suivi des cours de danse, ce qui a contribué à améliorer son jeu de jambes et son équilibre. Jusqu'à la fin de son adolescence, Lee se retrouvait de plus en plus mêlé à des bagarres de rue. Il a même, à un moment, frappé le fils d'une famille triadique notoire. Fait intéressant, cet incident deviendra plus tard pertinent dans une théorie liée à sa mort, comme vous le découvrirez bientôt. En 1958, une confrontation entre l'école de Wing Chun de Lee et une école rivale d'arts martiaux, Shoa Lee Foot, a conduit à une confrontation sur un toit. En réponse à un coup injustifié d'un autre jeune, la réplique de Bruce fut si puissante qu'elle lui fit perdre une dent, poussant les parents à porter plainte auprès de la police. Alors que ses parents devenaient de plus en plus inquiets de son implication dans des bagarres de rue et des démêlés avec la justice, ils décidèrent de l'envoyer aux États-Unis peu après qu'il ait eu 18 ans. Là, il vécut avec des amis de la famille à Seattle. Il acheva son éducation secondaire et obtint son diplôme de l'Edison Technical School sur Capitol Hill. Pendant son séjour à Seattle, il commença non seulement à enseigner les arts martiaux, mais inaugura aussi sa toute première école de kung-fu. En mars 1961, il devint étudiant à l'Université de Washington, où il étudia la philosophie et le drame. Pendant son séjour à l'université, il rencontra Linda Emery, sa future épouse, qui était également une étudiante, aspirant à devenir enseignante. En raison des restrictions en vigueur concernant les relations interraciaux dans plusieurs États américains, ils choisirent de se marier discrètement en août 1964. De leur union naquirent 2 enfants, Brandon et Shannon Lee. En 1964, il avait déménagé à Oakland, en Californie, pour établir une deuxième école d'arts martiaux. C'est durant cette période qu'il créa sa propre technique, connue sous le nom de Jeet Kune Do. Cette technique était un mélange d'arts martiaux anciens, d'escrime, de boxe et de philosophie. Il a commencé à enseigner cela à la place des arts martiaux traditionnels. Gagnant en reconnaissance pour ses compétences, il attira l'attention d'un producteur de télévision lorsqu'il fit une démonstration de kung-fu lors d'un tournoi de karaté dans la région de Los Angeles. Cela conduisit à son rôle de Kato, le partenaire, dans la série télévisée Le Frelon Vert, qui a été diffusée de 1966 à 1967. Le Frelon Vert a présenté Bruce Lee à un public américain et fut la première émission aux États-Unis à mettre en vedette des arts martiaux de style asiatique. Bien que le réalisateur souhaita que Lee utilise le style américain conventionnel de combat avec les poings et les coups, Lee refusa, affirmant qu'il utiliserait son propre style. Lors du tournage, ses mouvements rapides devaient être ralentis pour la caméra. Après l'annulation du Frelon Vert, Lee eut du mal à décrocher des rôles de cinéma. Pour compléter ses revenus, il commença à offrir des leçons privées de Jeet Kune Do à des personnalités d'Hollywood, dont Steve McQueen. En 1971, Lee visait à créer sa propre série télévisée. Il l'intitula Le Guerrier, et le concept tournait autour d'un immigrant chinois voyageant vers l'Ouest sauvage américain, utilisant ses compétences en kung-fu pour combattre les malfaiteurs. Le cadre serait San Francisco et Bruce Lee lui-même devait jouer le personnage principal.
Lee présenta l'idée à Warner Bros., mais ils la rejetèrent. Fait intéressant, le concept de Lee fut ensuite remanié et renommé Kung Fu, mais Warner Bros. Ne reconnut pas sa contribution. Le studio prétendit qu'il travaillait sur une idée similaire depuis un certain temps. Des sources suggèrent que l'accent de Lee a joué un rôle dans son exclusion du casting. Dans une interview, Lee attribua la décision à l'inconfort du studio, à l'idée de cast un acteur asiatique dans le rôle principal. Il exprima sa compréhension, mentionnant qu'il aurait également des réserves à l'idée de cast un acteur blanc dans un projet à Hong Kong. Ascension vers la gloire. Frustré par sa lutte continue pour obtenir des rôles adaptés, il prit la décision de retourner à Hong Kong en 1971. À son insu à l'époque, le Frelon Vert avait rencontré un succès à Hong Kong, étant officiellement appelé l'émission Kato. À sa grande surprise, il se découvrit reconnu comme la star de l'émission. Après avoir engagé des négociations avec les studios Shaw Brothers et Golden Harvest, Lee entra en contrat avec Golden Harvest pour 2 projets cinématographiques. Ainsi, la même année qu'il retourna à Hong Kong, Lee décrocha son premier rôle principal dans le film, Le Grand Patron, qui rencontra un triomphe retentissant au box-office à travers l'Asie, le propulsant à la célébrité. Par la suite, en 1972, il joua dans La Fureur de vaincre, un film qui pulvérisa les précédents records du box-office établis par Le Grand Patron. Ayant achevé son premier contrat de 2 ans, Lee entama des négociations pour un nouvel accord avec Golden Harvest. Par la suite, il s'associa avec Raymond Chow pour établir Concord Production Inc., Lee prenant les décisions créatives et Chow supervisant les affaires administratives. S'engageant dans son 3e film, La Voix du Dragon, Lee assuma le contrôle total de sa production en tant que scénariste, réalisateur, star et chorégraphe des scènes de combat. Dans La Voix du Dragon, Lee présenta Chuck Norris aux cinéphiles en tant qu'adversaire. Leur confrontation mémorable est considérée comme l'une des plus grandes scènes de combat de l'histoire, des arts martiaux et du cinéma. Les gains mondiaux combinés de La Fureur de vaincre et de La Voix du Dragon s'élevaient à environ 100 millions de dollars et 130 millions de dollars, respectivement. D'août à octobre 1972, Lee commença à travailler sur la création de son 4e film sous la bannière de Golden Harvest, Le Jeu de la mort. Pendant cette période, il entama le tournage de diverses scènes, notamment sa séquence de combat mémorable avec le basketteur américain Kareem Abdul-Jabbar, mesurant 2,18 m. Cependant, en novembre 1972, la production de Le Jeu de la mort fut brusquement interrompue lorsque Warner Bros. Fit une offre alléchante à Lee, lui proposant de jouer le rôle principal dans Opération Dragon. Ce film était le premier à être produit en collaboration entre Concord, Golden Harvest et Warner Bros. Le tournage de ce nouveau film commença à Hong Kong en février 1973 et se termina avec succès en avril 1973. Tragiquement, seulement quelques mois après l'achèvement d'Opération Dragon et à peine 6 jours avant sa sortie prévue à Hong Kong, la vie de Lee prit fin. Les derniers jours. Le dernier jour de sa vie a commencé sur une note positive. Le matin du 20 juillet 1973 à Hong Kong, la star de cinéma de 32 ans a rencontré l'acteur australien George Lazenby, connu pour son rôle de James Bond dans le film Au service secret de Sa Majesté de 1969. Le but de cette rencontre pour Lee était de discuter d'un rôle potentiel pour Lazenby dans son prochain film, Game of Death. Après sa conversation avec Lazenby, Lee s'est réuni avec son partenaire commercial, Raymond Chow, chez lui vers 14 h. Les 2 hommes ont discuté de la production de Game of Death jusqu'à 16 h. Ensuite, ils se sont dirigés vers la maison de Betty Ting Pei, une actrice taïwanaise et collègue de Lee. Là, ils ont soigneusement examiné le scénario du film. Finalement, Chow a pris congé pour assister à un dîner prévu. Plus tard dans la journée, Lee s'est plaint d'un mal de tête. Cela a poussé Betty à lui donner de l'équagésique, un médicament combinant de l'aspirine et du méprobamate, un anxiolytique. Après cela, Lee est allé s'allonger sur le lit de Betty et, malheureusement, il ne s'est jamais relevé. 2 heures après que Lee se soit allongé, Betty a tenté de le réveiller, mais cela s'est avéré vain. Elle a alors contacté d'urgence Chow, qui était à un restaurant à ce moment-là. Sans tarder, il s'est précipité chez elle et a tenté à son tour de réveiller Lee, mais en vain. Inquiet,
ils ont appelé un médecin qui, pendant les 10 minutes suivant son arrivée, a pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire. Mais tout cela a été en vain. Pour éviter tout scandale potentiel, Chow a décidé d'appeler une ambulance. Rapidement, Lee a été transporté à l'hôpital Queen Elizabeth, situé à 25 minutes. Là, les professionnels de santé ont poursuivi leurs efforts pour le réanimer. Malheureusement, malgré leurs meilleurs efforts, les médecins ont officiellement déclaré que Lee était décédé à 23h30, empoisonné par une amante jalouse. Décédant à l'âge de 32 ans, malgré son apparence extérieure de vitalité, la mort de Bruce Lee a été un événement perplexe qui a laissé de nombreux fans dévoués, peinant à accepter les explications officielles. Les résultats de l'autopsie n'ont révélé aucun signe de blessures externes. Au lieu de cela, la cause de sa mort a été attribuée à une accumulation de liquide excessif qui avait entraîné un gonflement de 13% de son cerveau et avait été accompagné d'une pression dangereusement élevée. De plus, des traces de marijuana ont été détectées dans son estomac. La cause officielle de la mort de Bruce Lee a été citée comme étant un œdème cérébral déclenché par une hypersensibilité à l'équagésique, médicament administré par Betty. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une série de théories du complot émerge. Chow, peut-être en pensant à la réputation de Lee, a involontairement ajouté à la confusion en affirmant que l'icône des arts martiaux s'était effondrée en présence de sa femme, Linda. Cependant, ce récit a rapidement été démenti par la presse de Hong Kong, mettant en doute la crédibilité de Chow. Cette inadéquation a alimenté des rumeurs selon lesquelles Lee pourrait avoir eu une liaison amoureuse avec Ting ou, dans les spéculations plus sensationnalistes, que sa mort était liée à une soirée débauchée alimentée par la drogue. Une fois que les murmures d'un lien entre Betty et Lee ont pris de l'ampleur, des fans passionnés ont rapidement commencé à désigner l'actrice taïwanaise comme la cause potentielle de sa mort. Selon ce récit, c'était Betty qui avait administré la dose fatale d'équagésique, amenant certains à spéculer qu'elle avait donc intentionnellement empoisonné Lee. Au milieu de la montée des conjectures, des suggestions ont vu le jour selon lesquelles Lee et Betty auraient pu être impliqués dans une relation amoureuse. Mais Lee cherchait apparemment à mettre fin à cette relation. Dans ce récit, l'acte présumé de Ting était motivé par une rage jalouse et un désir de vengeance. Ces notions spéculatives se sont répercutées dans le monde réel, déclenchant une série d'événements. À Kuala Lumpur, des étudiants ont envahi les rues, brandissant des pancartes déclarant de manière sinistre « Betty a tué Bruce ». À mesure que les rumeurs se propageaient à Hong Kong, des allégations ont émergé selon lesquelles un contrat aurait été placé sur la vie de Ting. Au début du mois d'août, une alarme inquiétante concernant une menace à la bombe a été signalée à la police. Un paquet suspect, couvert d'écritures chinoises, a été découvert dans une place publique, portant le message « Betty Ting connaît la cause de la mort de Bruce Lee ». La bombe, après inspection, s'est avérée être une fausse alarme. Elle contenait seulement des déchets. Cependant, les semaines suivantes ont vu l'installation de 3 autres fausses bombes à travers la ville, chacune accompagnée de messages tels que « Vengeance pour Bruce Lee ». Une enquête. Le gouvernement colonial britannique s'est retrouvé dans une situation délicate, car bien que les scandales de célébrités pouvaient être balayés sous le tapis, les menaces à la bombe exigeaient une attention immédiate. Dans un effort pour rétablir un sentiment d'assurance et de tranquillité, les autorités ont pris une étape décisive en lançant une enquête complète sur les circonstances entourant le décès de Bruce Lee. Pourtant, malgré cette enquête formelle, un dilemme perplexe a émergé. Les experts convoqués n'ont pas pu parvenir à un consensus unanime sur la cause sous-jacente de la mort de Lee. L'autopsie avait révélé l'explication médicale, un œdème cérébral. Mais elle laissait le médecin légiste dans l'ignorance de ce qui avait déclenché cette condition. Au départ, 2 des médecins traitants de Lee ont pointé du doigt la marijuana qu'il avait consommée cet après-midi fatal comme le coupable potentiel. Cependant, cette hypothèse a rapidement été discréditée car des preuves scientifiques contredisaient l'idée que la marijuana pouvait induire un œdème cérébral. Avec l'enquête en panne, il a été décidé de faire appel à un scientifique légiste, Donald Thierry, depuis Londres. Fort de son expérience ayant supervisé plus de 1000 autopsies, Thierry a été chargé d'examiner le cas de Lee. Son hypothèse concernant la mort de Lee se concentrait sur la possibilité d'une grave réaction allergique à l'aspirine, conduisant à un choc anaphylactique. Face à l'absence d'alternatives plus plausibles,
le gouvernement a accepté cette conclusion avec réticence. Cependant, une partie importante du public de Lee a rejeté cette explication. Il semblait peu plausible, car Lee avait régulièrement consommé de l'aspirine tout au long de sa vie d'adulte, sans avoir d'effets indésirables. De plus, la théorie de l'anaphylaxie, une réaction allergique extrême, n'a pas réussi à s'imposer pour plusieurs raisons convaincantes. Typiquement, l'anaphylaxie s'accompagne d'un éventail de symptômes tels que l'inflammation de la trachée, du cou, de la langue et des lèvres, ainsi que des urticaires et des démangeaisons rouges autour de la bouche. Dans les cas extrêmes, le gonflement de la gorge entraîne un blocage des voies respiratoires, provoquant une asphyxie et finalement un œdème cérébral. Cependant, l'autopsie pratiquée sur Lee n'a révélé aucune indication de ces symptômes anaphylactiques. Cela a en soi semé le doute sur la possibilité qu'une allergie à l'aspirine soit la cause du décès de Lee. Coup de chaleur. Dans une biographie de 2018, l'auteur américain Matthew Polly a proposé une théorie alternative. Il a suggéré que l'œdème cérébral responsable de la mort de Lee pourrait avoir été déclenché par une combinaison de surmenage et de coups de chaleur. Cette perspective éclaire pourquoi le coup de chaleur n'a pas été considéré comme un facteur à l'époque. À cette époque, la compréhension de cette condition était limitée. Les experts s'étaient de fixer sur les événements du 20 juillet 1973 sans tenir compte des preuves antérieures. Fait intéressant, quelques mois avant son décès, Lee avait subi une intervention chirurgicale pour retirer les glandes sudoripares de ses aisselles. Selon Polly, cette opération, motivée par l'inquiétude esthétique de Lee concernant son apparence à l'écran, aurait pu entraver la capacité de son corps à dissiper la chaleur. Pour soutenir cette hypothèse, environ 10 semaines avant sa mort, le 10 mai 1973, Lee est entré dans une petite salle de doublage pour enregistrer le dialogue de Opération Dragon. Pour préserver la qualité de la bande sonore, l'air conditionné a été éteint, entraînant une augmentation progressive de la chaleur dans la pièce. Après environ une demi-heure dans ces conditions, Lee s'est évanoui et a eu des convulsions. Heureusement, des soins médicaux rapides l'ont sauvé de conséquences graves. Il a été diagnostiqué avec un œdème cérébral qui a été traité juste à temps. On pense que son effondrement ce jour-là était très probablement dû à un coup de chaleur. Pour couronner cette théorie, des enregistrements de l'Observatoire de Hong Kong ont révélé que le jour de la mort de Lee, le 20 juillet 1973, était le jour le plus chaud du mois dans cette ville tropicale. La perspective de Polly suggère en outre que les efforts de Lee sous une chaleur accablante ce jour-là ont pu induire un coup de chaleur, aggravant l'œdème cérébral qui s'est finalement avéré fatal. Triade et maître de kung-fu. Une autre perspective a suggéré que si Betty, l'actrice taïwanaise, n'agissait pas de son propre gré, elle aurait pu être un prétendu assassin à gages pour divers syndicats de triade. Malgré le manque de preuves concrètes, cette idée a gagné du terrain. Les rencontres passées de Lee avec les triades, y compris son affrontement avec le fils d'un chef de gang local lors de ses bagarres de jeunesse, ont donné du crédit à cette notion. On croyait même que le refus de Lee de payer des pots de vin aux triades de Hong Kong sur ses plateaux de tournage aurait pu conduire à sa mort. Selon ce récit, il avait encouru la colère de ces organisations criminelles qui auraient pu orchestrer son assassinat. Alternativement, une autre ligne de spéculation a impliqué des gangs chinois continentaux, suggérant qu'ils avaient des motivations pour éliminer Lee. Cette théorie proposait que la popularité croissante des films cantonais de Lee représentait une menace pour la domination du cinéma en langue mandarine. Craignant l'impact sur leurs investissements, ces groupes auraient pu considérer l'élimination de Lee comme un moyen de protéger leurs intérêts financiers. Une autre théorie intrigante présente l'idée que des maîtres de kung-fu chinois auraient pu être responsables de la mort de Lee en raison de son implication dans l'enseignement des arts martiaux à des étudiants étrangers. Malgré les avertissements de ses collègues maîtres, Lee est resté ferme dans son engagement à former des étudiants américains. Cette persistance aurait supposément conduit à une attaque utilisant une technique de Dim Mak, célèbre sous le nom de toucher de la mort. Cette technique fatale consiste à frapper les points de pression de l'adversaire, ce qui entraîne finalement sa mort. Bien que cela reste fermement dans le domaine des théories du complot, la pratique de Lee consistant à former des étudiants étrangers en arts martiaux a souvent suscité des discussions à Hong Kong. Notamment,
l'icône américaine Chuck Norris a dû intervenir à un moment donné pour apaiser une rumeur, suggérant que Lee lui avait enseigné le kung-fu. Cela a souligné l'ampleur à laquelle de telles rumeurs avaient pénétré le discours populaire. Maintenant, pour renforcer l'idée que des maîtres de kung-fu ciblaient Lee, un incident significatif s'est produit en 1964 dans le quartier chinois d'Oakland. Lee a été impliqué dans un match privé controversé avec Wong Jackman, un disciple direct de Ma Qinfeng, connu pour son expertise en Jingyi Quan, Northern Shaolin et Tai Chi. Selon le récit de Lee, la communauté chinoise lui a lancé un ultimatum pour cesser d'enseigner à des non-chinois. Son refus a entraîné un défi de la part de Wang pour un combat. La stipulation était claire. S'il y perdait, il devrait fermer son école. S'il sortait vainqueur, il pourrait continuer à enseigner à des non-chinois. Wang, en revanche, a contredit ce récit. Il a déclaré que sa décision de défier Lee découlait des prétentions vantardes de Lee lors de l'une de ses performances dans un théâtre de Chinatown, où il affirmait pouvoir vaincre n'importe qui à San Francisco. Concernant ce match privé entre Lee et Wang, il existe différentes versions des événements. Selon Wang, la confrontation a duré exceptionnellement 20 à 25 minutes. Le récit de Wang dépeint un scénario où il anticipait initialement un combat sérieux mais respectueux, seulement pour être confronté à l'assaut agressif de Lee, apparemment poussé par l'intention de tuer. Wang a raconté qu'il a tendu une poignée de main traditionnelle que Lee a apparemment réciprocée. Cependant, Lee aurait prétendument utilisé un mouvement en forme de lance avec sa main, dirigé vers les yeux de Wang. Face à cette menace pour sa sécurité, Wang a affirmé qu'il s'est abstenu de porter des coups potentiellement mortels, craignant des conséquences juridiques. Au lieu de cela, il a utilisé des boutons de manchette dissimulés sous ses manches pour gérer la situation. En revanche, selon le récit de Lee et corroboré par certains témoins, l'engagement s'est terminé en seulement 3 minutes, aboutissant à une victoire décisive pour Lee. Ajoutant une autre couche au discours, le livre de Michael Dorgan de 1980, Bruce Lee's Toughest Fight, a introduit une autre perspective. Dorgan a suggéré que le match s'est terminé en raison de l'épuisement de Lee, plutôt qu'à cause d'un coup décisif de l'un ou l'autre combattant. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Regardez cette image. À droite, Bruce Lee adopte une posture de combat redoutable, dégageant force et confiance. Cependant, l'image à gauche peint une scène contrastée, représentant Bruce Lee allongé paisiblement dans un cercueil. Ces visuels frappants nous incitent à réfléchir au contraste dans la vie de Bruce Lee et à son décès éventuel. Quelles sont vos pensées sur les facteurs possibles qui ont contribué à la mort prématurée de Bruce Lee? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Partenaire commercial jaloux. Étant donné cela, une autre figure qui a suscité des soupçons n'est autre que Raymond Chow. Comme mentionné précédemment, Chow et Lee ont maintenu un partenariat professionnel en tant que cofondateurs de Concord Production Inc. Cette société de production cinématographique a joué un rôle clé dans la réalisation de certaines des œuvres cinématographiques les plus célébrées de Lee, notamment Le Voile du Dragon, L'Entrée du Dragon et Jeu de la Mort. Cependant, sous le vernis de leur collaboration professionnelle, des murmures sur une relation personnelle marquée par des tensions ont persisté. Les sceptiques qui ont remis en question le récit officiel de la mort de Lee ont également spéculé sur la possibilité que Chow ait pu orchestrer sa disparition comme mesure préventive. L'hypothèse était que Chow visait à empêcher le potentiel départ de Lee, sa précieuse star, vers les États-Unis où d'énormes opportunités l'attendaient. Fait intéressant, le décès tragique de Lee a présenté un tournant intrigant pour Chow. Avec la légende des arts martiaux hors du tableau, Chow a pris le contrôle total de Concord, y compris la propriété des droits sur certains des films les plus célèbres de Lee. Ce fait a alimenté des théories intrigantes, certains affirmant que Chow aurait astucieusement exploité la renommée posthume durable de Lee pour introduire ses films sur un marché international avide d'excitation liée aux arts martiaux. En ce qui concerne les faits étayés, il ne faut pas négliger la réalité cynique que Chow a finalement décidé de sortir Jeu de la mort, des années après la mort prématurée de Lee. Ce choix a cependant suscité une controverse. Le film contenait à peine 11 minutes de séquences enregistrées, mettant en vedette Lee lui-même.
Le reste des scènes du film a été monté en utilisant des sosies et des doublures. Il est remarquable que Chow ait même choisi d'incorporer des images de la véritable cérémonie d'obsèques de Lee, une décision qui a sans aucun doute suscité des regards interrogateurs. Dans cette toile de spéculation, de faits et de conjectures, le rôle de Chow dans l'héritage posthume de Bruce Lee continue d'être un sujet de fascination et d'intrigue parmi les fervents admirateurs et les esprits curieux. A-t-il trop bu d'eau? Parmi les citations philosophiques les plus réputées de Bruce Lee figure «Sois comme l'eau, mon ami». Ironiquement, une théorie relative à sa disparition lève un lien entre sa mort et cette même substance dont il parlait, l'eau. Un article publié dans l'édition de décembre 2022 du Clinical Kidney Journal a examiné les différentes théories entourant la cause du décès de Lee. L'article suggérait que son œdème cérébral fatal aurait pu être précipité par une condition connue sous le nom d'hyponatrémie. Mais qu'est-ce que l'hyponatrémie, au juste? Essentiellement, elle fait référence à un état où les niveaux de sodium dans le sang tombent en dessous de la plage normale, perturbant ainsi l'équilibre électrolytique du corps. Réalisé par un groupe de professionnels de la santé de l'Université autonome de Madrid, en Espagne, l'étude suggère que Lee aurait pu consommer inadvertance une quantité excessive d'eau. Cet excès pourrait avoir entraîné une dilution de sodium dans son sang, entravant sa capacité à expulser l'eau excédentaire et à maintenir un bon équilibre hydrique. Fait intéressant, les chercheurs soulignent que le volume d'eau que Bruce Lee aurait consommé le jour de sa mort ne serait normalement pas suffisant pour induire une hyponatrémie chez une personne ayant des habitudes ordinaires. Cependant, l'étude met en avant des indications suggérant la prédisposition de Lee à cette condition en raison de certains facteurs de style de vie. En examinant de plus près le style de vie de Lee, les chercheurs ont pu identifier une série de comportements qui le mettaient à risque d'hyponatrémie. Ses choix alimentaires, fortement axés sur l'alcool et le jus, ont contribué à ce que l'étude a qualifié d'apport chronique en liquide. De plus, l'utilisation par Lee de marijuana ainsi que son engagement avec diverses drogues, dont certaines impactent la capacité des reins à expulser des fluides excédentaires, ont encore aggravé sa vulnérabilité à cette condition. Fait intéressant, les symptômes que Lee a présentés avant sa mort correspondaient de près aux manifestations documentées des cas d'hyponatrémie fatale. Compte tenu de ces éléments, on est amené à se demander si un excès d'eau a effectivement joué un rôle dans la disparition prématurée de Bruce Lee. L'hypothèse nous incite à réfléchir à la manière dont nos choix quotidiens peuvent avoir un impact sur notre santé d'une manière que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Une malédiction familiale. L'une des controverses les plus farfelues tourne autour de l'idée qu'une malédiction familiale serait responsable de la mort prématurée de Bruce Lee. Les partisans de cette théorie soulignent le fait malheureux que les parents de Lee avaient souffert de la perte d'un fils avant la naissance de Bruce. Croyant que cette malédiction frappait les membres masculins de la famille, les promoteurs suggèrent que les parents de Bruce lui ont attribué le surnom de Petit Phénix, un nom traditionnellement réservé aux filles. La mère de Bruce, réputée pour être profondément superstitieuse, aurait choisi de lui donner un prénom de fille dans une tentative de tromper les esprits malveillants, les faisant passer pour une fille. Cet acte visait supposément à protéger Bruce de l'influence perçue de la malédiction. Fait intéressant, cette malédiction est également invoquée pour expliquer la tragique disparition du propre fils de Bruce, Brandon Lee, à l'âge de 28 ans, lors du tournage de The Crow. Les partisans de cette théorie soulignent le parallèle troublant entre la fusillade accidentelle de Brandon sur le plateau et le sort du personnage de Bruce dans Jeu de la mort, qui a également été abattu pendant le tournage. On soutient que la perte déchirante de Brandon et de son père a contribué à solidifier le concept d'une malédiction familiale Lee. Cependant, il est important de noter que cette théorie néglige certains faits. Par exemple, le frère aîné de Bruce, Peter, a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans, et son frère cadet, Robert, un musicien de Hong Kong, est en vie à ce jour. Cela suggère que l'impact allégué de la malédiction n'est pas uniformément évident chez tous les membres de la famille. Il convient de noter que la femme de Bruce Lee, Linda, a pris des mesures par le passé pour contredire certaines théories et rumeurs qui ont circulé sur sa mort. Elle a catégoriquement rejeté l'idée que Lee était un gros utilisateur de marijuana de son vivant. De plus,
Elle défend fermement la cause officielle de sa mort, qui était un œdème cérébral. Linda a également exprimé son fort désaccord avec l'idée que Lee aurait eu une liaison romantique avec Betty. Ces déclarations témoignent de son engagement à clarifier le récit entourant la vie et le décès de son défunt mari. Face à ces nombreuses théories du complot, l'héritage de Bruce Lee demeure intact. Ses spéculations sans fondement n'ont pas terni son charisme, ses capacités physiques exceptionnelles, l'envoûtement de ses films, ni même son statut plutôt inattendu d'influenceur de style. En fait, après la mort de Lee, ses films ont acquis une base de fans dévoués, contribuant à sa popularité durable. Bruce Lee lui-même est devenu l'une des icônes de la culture populaire les plus reconnues du XXe siècle, largement reconnu pour avoir redéfini la représentation des Asiatiques dans le cinéma américain. Son impact va au-delà de l'écran, englobant une influence profonde sur les perceptions culturelles. La perspective de Linda résume ce sentiment. Même après toutes ces années, elle note que les gens s'interrogent toujours sur les circonstances de la mort de Bruce. Cependant, elle exprime une préférence pour se concentrer sur la manière dont il a vécu. Cette perspective capture l'essence d'un homme dont la vie et les contributions continuent d'inspirer et de captiver, peu importe les multiples controverses qui ont émergé à la suite de son héritage. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour la prochaine vidéo.